Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage après une petite semaine de congé. Ben oui. Écoute, il s'est pas passé grand chose la semaine passée, on a décidé de prendre ça off. Ben, Ça c'est fait du bien. correct. Ça fait Tant du qu'à bien. radoter, hein. On a le droit. Ouais, exact, c'est ça. On voudrait pas que vous soyez tannés de nous autres. Mais là, on est de retour en force avec une émission en condensé aujourd'hui. Beaucoup de sujets. On s'attendra pas sur des choses en particulier. Il n'y a pas un sujet qui retient notre attention, mais vraiment plein de choses qui sont passées dans le monde des arts martiaux mixtes au cours des 2 dernières semaines, comme je vous le disais, vu qu'on a raté une petite semaine. Donc, on va revenir, entre autres, sur la victoire de Rory McDonald à Bellator il y a pas vendredi dernier, l'autre d'avant, entre autres. On va revenir sur le dernier gala UFC du côté de Greenville, mettre la table pour ce qui s'en vient également cette fin de semaine du côté de Minneapolis. Et surtout, toute une nouvelle en Europe concernant les arts martiaux mixtes. Si on a des cousins français qui nous écoutent, là, je pense que vous êtes heureux. Parce que. Moi aussi, je suis heureux. Ben, honnêtement, il était temps. Ben oui, effectivement. Donc, on va être bon, on va être capable d'en parler un petit peu plus C'est tard. ça, exact. Tout d'abord, on va revenir sur le dernier gala qui a eu lieu cette fin de semaine du côté de Greenville, en Caroline. Bon, c'était pas la carte du siècle, on s'entend, là. Surtout au niveau des noms qui étaient présents. Il y a eu des bons combats, tout ça, mais au niveau du star power, là, des vedettes présentes, Ouais. à part le combat final, c'était pas des combats qui allaient avoir des grosses incidences sur T'as les raison, classements. mais pour vrai, somme toute, là, on a eu vraiment un bon gala pour vrai. Là. Même si sur la carte principale, il y a eu beaucoup de décisions, ça a été des combats endiablés du début à la fin. Sérieusement, là, c'est une carte qui m'a vraiment plu. Là. Ben, c'est ça, en fait, parce que quand c'est des cartes comme ça, tu dis « Ah, moi, je suis pas sûr mais tes attentes sont pas trop élevées, donc tu peux juste être surpris et être... Ben, c'est ça, les arts martiaux C'est mixtes. Des fois, là, on a déjà eu des cartes là, qui avaient des stars là-dessus, il y avait des gros noms, puis à la fin de la soirée, t'étais... Eh boy, il me semble que ça n'a pas levé. C'est ça. Puis c'est arrivé souvent, puis il y en a d'autres que c'est des cartes que tu t'attends à rien, puis bang, ça explose. Exact. Donc, c'était le cas cette fin de semaine du côté de Greenville. Quel KO du Korean Zombie, Chang Sung-Young, en 58 secondes contre Renato Moicano. Chang Sung-Young, il a toujours été super bon, de 1. Super spectaculaire de 2, aussi bon au sol qu'avec ses points. Là, c'était avec ses points. Mais il se bat tellement pas souvent qu'on oublie à quel point il est bon, en fait. Ben, c'est sûr qu'on ne l'a pas vu pendant 2 ans parce qu'il était allé faire son service militaire obligatoire en Corée. Il est revenu, il a passé le KO, il a des grosses blessures aussi. Tu sais, avant qu'il parte pour son service militaire, il s'était disloqué l'épaule dans son combat de championnat du monde face à José Aldo. Une grosse blessure, il est parti faire son service, revient, passe à KO à Bermudez. Et son dernier combat, un combat spectaculaire face à Yair Rodriguez. Et à mon avis, il est en train de remporter le combat jusqu'à temps que Rodriguez nous sorte quelque chose d'incroyable, invraisemblable, là, l'espèce de coup de coude renversé qui, sérieusement, c'était de toute beauté. C'est ça. Mais après ça, il revient, puis c'est ça qui arrive. C'est un des favoris de la foule. Chan Sung-Jung, c'est un des favoris de la foule à cause de sa personnalité, à cause de son style de combat. Il donne toujours des spectacles incroyables. Il y a des bonnies de victoire quasiment à tous ses combats. Donc, tu sais, c'est un gars que c'est sûr et certain que tu vas avoir un spectacle avec lui quand tu vas le mettre. C'est pour ça qu'il était en main event, même malgré une défaite par la suite, avant son dernier combat, je veux dire. Un Coréen et un Brésilien en finale d'un gala présenté en Caroline. Exactement. C'est comme... Tu vois, ça arrive jamais des choses comme ça, mais non, là, à cause que c'était The Korean Zombie, tu sais qu'il va donner un bon show. Puis il y avait l'air d'avoir beaucoup de fans du Korean Zombie. Il y a beaucoup de Coréens, il y a beaucoup de drapeaux coréens dans la foule, mais écoute, là... je veux rien enlever à la victoire de Chan Sung-Jung, mais le problème, c'est que Moicano, il était beaucoup trop nonchalant en début de combat. Tu peux pas lancer un jab paresseux comme ça en début de combat. Ton adversaire, il est vraiment là. Tous ses réflexes sont là. Il a passé l'overhand, là, et l'overhand était solide. Là. Sur le piton, comme on dit, là, c'était puissant, précis, juste par-dessus. Puis juste avant que ça arrive, j'étais en train de décrire le combat, puis j'ai dit à Jean-Paul, je dis...
sais, il a de l'air de rien, mais quand il explose, ça sort avec puissance, super rapidité. Bang! Au même ça moment. arrive parce que là, il se passait pas grand-chose. Puis bang, ça tombe tout de suite. Écoute, toute une victoire pour Chen Sonjung. Quand même, là, lui, il était classé 12e, puis Moïcano était classé 5e, ou 4e ou 5e. Donc, ça va vraiment faire un grand bond pour lui. Là. Exact. Tu parlais de ses bonnies de performance. Là. Écoutez ça. Il a 7 combats à l'UFC. Réparti sur 9 ans, là, parce qu'on disait qu'il a manqué beaucoup de temps. Mais c'est son 7e boni de performance. Il a gagné la performance de la soirée, évidemment, avec ce KO en moins d'une minute, 58 secondes contre Renato Moicano. Donc, 7e boni de performance en 7 combats à l'UFC. En fait, il y a un combat où il n'y a pas eu de boni. Ouais. C'était contre José Aldo, combat de championnat. Mais il y en a un de ses combats contre Poirier, il a eu deux bonis. Donc, ça fait 7 en 7. Si tu fais ouais, exact, ça s'équivaut. Donc, lui, c'est un abonné aux 50 000 de boni. Avec raison. Avec raison, c'est ça. Et puis, là, lui, il a demandé un combat de championnat à 145 livres. Ça commence à se bousculer. Là. Ouais, c'est ça le problème. Là. Parce que là, on sait que Holloway va se battre contre Frankie Edgar. T'as Alex Volkanovski qui est là, qui est potentiellement le prochain. T'as Brian Ortega qui est là, puis lui, on veut pas le perdre parce que Ortega, c'est un gars qui attire beaucoup de monde, c'est un gars qui paraît bien aussi, là, qui est capable d'aller chercher la communauté latino aussi, parce qu'il y a des descendances mexicaines. Dans le sud des États-Unis. Donc, lui, on veut pas le perdre. C'est sûr que c'est un des favoris de la foot, Chen Sonjung, mais je pense pas qu'on va lui donner un combat de championnat du monde tout de suite. Écoute, il revenait d'une défaite, là, donc ça va y prendre au moins 2-3 victoires de suite, là, ça c'est sûr. Le nom que j'ai trouvé intéressant qui est ressorti, c'est Zabit Magomedsharipov. Et là, ça serait tout un défi pour Chen Sonjung. Ce serait tout un défi aussi pour Magomedsharipov. Lui, ça serait comme on dit, un step-up là, en compétition, un méchant saut, là, parce que Magomedsharipov va pas affronter. On dit toujours que c'est un des plus beaux espoirs à 145 livres. Ouais. Si tu le mets contre le Korean Zombie, on va vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre à ce niveau-là. Là. 100%. Il y en a un autre qui s'est manifesté, par exemple, qui veut combat aussi, c'est Jeremy Stephens. Jeremy Stephens contre Korean Zombie, moi, je suis acheteur demain matin. Jeremy Stephens s'est déjà fait battre par Moicano, c'est ça, en tout cas. Oui, mais tu sais, écoute, moi, je pense que brawler, ça aussi, lui, il va pas reculer. Puis tu sais, ça pourrait donner un combat extraordinaire. Tandis que Magomedsharipov était plus un technicien qu'un brawler, mais il reste que c'est un gars qui fait des choses extraordinaires dans l'octogone. C'est un gars qui est super bon au sol, même debout. C'est un excellent lutteur aussi. Écoute, un des deux, là, c'est sûr que ça ne sera pas le même genre de combat, mais je suis acheteur pour les deux, ça, c'est sûr. Et là, pour Renato Moicano, qui était, il n'y a pas si longtemps, là, on le voyait comme peut-être le prochain monarque là, à 145 livres. Il était sur une belle lancée. Finalement, perd contre José Aldo. 2 KO. Et ouais, exact. KO contre José Aldo. Il se fait passer un KO percutant en moins d'une minute par The Korean Zombie. Son autre défaite dans sa carrière, c'est contre Brian Ortega. Donc, il n'a pas perdu contre des pieds de céleri. Mais quand même, on fait quoi avec Renato Moicano? Ils viennent de prendre un méchant pas de recul. Là. C'est ça. On s'entend, là, c'est sûr qu'ils viennent de perdre, lui qui était 12e ou 11e, le 12e, je pense. Il va reculer beaucoup. Et là, il faut qu'il rebâtisse son statut d'aspirant. Il n'y a pas le choix. Là. 2 défaites de suite, 2 KO aussi. Ça va être intéressant de voir comment il va revenir de ce KO-là, parce que lui, là, c'était tout un KO percutant. Là. Et en début de combat aussi. C'est ça qui est le pire dans ce sport-là, c'est quand tu peux pas montrer qu'est-ce que tu es capable de faire. Même si on sait que Moicano est excellent, là, mais dans un combat de main, tu perds en 10 secondes, tu te relèves, t'es sérieux pour vrai. J'ai même pas eu le temps de me battre. Ça, là, c'est vraiment cruel, ce sport-là, à cause de ça, mais ça arrive, puis ça va arriver encore. Puis écoute, c'est comme ça, les arts martiaux mixtes. C'est pour ça que c'est aussi spectaculaire. Mais oui, pour Moicano, écoute, c'est un gros pas de recul. Et là, le menton, peut-être, on commence à questionner sa durabilité. Est-ce qu'à long terme, ça peut... Tu arrives contre un gars comme Holloway qui frappe au volume. Disons là, que Moicano se met à gagner 2-3 combats de suite, une belle séquence, puis là, on lui donne un Holloway. Ouais. Et tu te dis, est-ce que son menton peut tenir le coup? Puis aussi, même debout, il n'y a pas une force de frappe. Il est bon techniquement en boxe thaïlandaise, mais il n'y a aucun KO à sa fiche. Il y a 8 victoires par soumission, mais au niveau des KO, là, il n'y a aucune force de frappe. Donc, c'est sûr qu'il peut pas... Il a de la misère à s'en sauver avec son combat debout, même s'il est super bon technique, il est beau à voir aller, mais en même temps, il n'y a personne qui respecte sa force de frappe. Fait en plus de ça, s'il n'y a personne qui respecte sa force de frappe, tout le monde va rentrer en dedans, puis tout le monde va le pincer à un moment donné, parce que moi, même si tu me frappes, je sais que tu me feras pas mal. Tu n'as pas prouvé
historiquement dans tes combats d'avant que tu frappes fort et que tu fais mal au monde. Donc, ça peut être, c'est ça qui joue contre lui présentement. Donc, deux gars qui s'en vont dans des directions complètement opposées. Chan Sung-Jung, qui fait un gros pas d'avant, va peut-être intégrer à tout le moins le top 10 et s'approcher du top 5 chez les poids plumes. Et Moïcano, qui était dans le top 5, lui, devrait prendre un bon pas de recul. Et là, j'espère qu'on va voir The Korean Zombie plus souvent dans les prochaines années. Il a 32 ans, il y a encore, je pense qu'il y a encore des bons combats en lui. Là. Et si on peut juste le voir plus souvent, 2-3 fois par année, s'il peut... C'est ça, parce on espère que les blessures sont derrière lui. Tu as tout à fait raison, parce qu'on l'a pas vu souvent, mais toutes les fois qu'on l'a vu, on s'en souvient. C'est ça. Il a passé des KO extraordinaires, il a fait des combats extraordinaires aussi. Des soumissions de fou. Là, on s'en souvient, c'est le seul qui a passé le Twister au UFC. Là. Le Twister, si vous savez pas c'est quoi, je peux pas vous l'expliquer sans images, c'est assez compliqué. Mais marqué Twister Korean Zombie, vous allez voir c'est quoi. C'est une soumission qui t'abandonne à cause de douleur. Pas à cause d'un choke, pas à cause d'une clé de bras, d'une articulation de quoi de main. Tu manques pas d'air, rien. Non, tu manques de joie de vivre. C'est ça. Je vais aller le googler. On parlait de la carte qui n'avait pas des gros noms, des grosses vedettes, mais plusieurs combats qui ont été très intéressants. J'ai bien aimé Luis Peña, Violent Bob Ross, qui commence vraiment à 155 livres. Là, je pense qu'il peut être une 6 pieds 3, c'est ça. Puis son style, peu orthodoxe, super excitant. Là, crowd pleaser. Là, les gens aiment ça, ce genre de style-là. Va essayer des flying knees, va essayer des genoux à la volée, des coups de poing renversés, tout ça. Il a réussi à passer le corps à Matt Wyman, un gars qu'on n'avait pas vu depuis à peu près 5 ans dans l'UFC. Exact. Sauf que moi, ce que j'ai aimé dans ce combat-là, c'est qu'on a vu vraiment la différence entre la vieille garde et les nouveaux combattants qui sont aujourd'hui. Matt Wyman, oui, ça fait 5 ans qu'on ne l'avait pas vu, mais c'est un tough. C'est un dur, ce gars-là. Il a fait des guerres assez spéciales, assez violentes. Puis il s'est fait arrêter au 3e round, alors que dès les premières secondes du combat, il y avait une coupure super large au-dessus de l'œil. Exact. Mais le poids des années d'inactivité est venu le rechercher au 2e ou 3e round. Mais écoute, il faut donner le crédit à Luis Peña. Il a fait un combat vraiment presque parfait. Aussitôt qu'il amenait le combat à terre, écoute, c'était une sangsue. C'était impossible pour Wyman de s'en défaire. Et Wyman s'est battu vraiment old school au sol. Il s'est battu vraiment en pensant juste en jiu-jitsu et non pas en MMA. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il attaquait tout le temps les jambes. Il faisait des X-guard. Ceux qui font du jiu-jitsu brésilien vont comprendre, là, mais il travaillait en X-guard. Il essayait d'aller chercher tout le temps les clés de jambes. En MMA, là, quand tu vas chercher les clés de jambes, tu as besoin de tes deux mains. Ça veut dire qu'ici, tu n'as plus rien pour te protéger. Il se faisait pincer, C'est très rare qu'on voit des clés de jambes. Des X-guard en MMA, ça, écoute, ça marche pas. T'sais, le gars, il va t'écraser sur ton X-guard puis il va te pendre le visage. C'est comme ça que ça marche. Donc, il n'a pas réussi à faire la transition, à peut-être suivre le rythme de l'évolution du sport comme tel. Mais écoute, puis ça, c'est pour rien enlever à Luis Peña, comme je disais. Il a fait vraiment un très bon combat. C'est ça, il a dominé d'un bout à l'autre. Et j'ai hâte de voir, justement, quand on va lui donner des défis un petit peu plus importants, comment il va réagir à 155 livres. Parce que je pense qu'il y a des qualités athlétiques, il y a des qualités techniques quand même intéressantes. Oui, puis à 145, là, il y avait de la misère à faire le poids. Là. Puis on s'entend à 6 pieds 3, 145 livres. Pour pas que tu sortes quand ils vendent trop fort. Là. Non. T'es pas gros. Là. Il y a un peu pensant à un Nate Diaz, un peu le même à 155, le même style physique, là, le même type de corporel, mais beaucoup plus créatif, là, Peña quand même. Donc, moi je l'aime bien. Oui, exact. Donc ça a été un combat intéressant. Deron Winn qui a ouvert le gala. Et là, c'est rare. On parle de Peña à 6 pieds 3 dans la catégorie des 155 livres. Deron Winn, 5 et 7 dans la catégorie des 185 livres. Un poids moyen à 5 et 7. Tu te dis, ce gars-là, il n'a aucune chance. Mais c'est un petit bloc. Hein? Puis... C'est dommage parce qu'on ne l'a pas présenté sur les ondes de RDS2. C'est peut-être le premier combat de la sous-carte. Et ça a été le meilleur combat de la soirée. Ça a gagné un Bonnie, Ça a gagné le Bonnie du meilleur combat de la soirée. Écoute, c'est ça. Ce gars-là est tout petit. C'est un des partenaires d'entraînement de Daniel Cormier. C'était un bon lutteur. Il rentrait en dedans. Il touchait la cible. C'était vraiment spectaculaire, ce combat-là. Puis les deux, ça prend 2 gars pour faire un combat de la soirée. Hein. Même son adversaire était là pour danser aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un combat de la soirée. C'est ça. Deron Winn, protégé Daniel Cormier. En fait, un de ses meilleurs amis. Les deux s'entraînent ensemble au American Kickboxing Academy. Je ne sais pas si tu savais, mais en plus...
c'est le coloc de Luis Peña. Les deux s'entraînent au American Kickboxing Academy. Ouais, les Anglais nous ont dit ça durant la présentation. Et puis, il dit que Daniel Cormier, c'est comme son frère. Il dit on s'appelle tout le temps, on chicane tout le temps, on s'ostine tout le temps. Mais c'est ça que ça fait des frères. Ça chicane, ça se crée des noms, mais on s'appelle pour se dire qu'on s'aime après, puis on fait la paix. Donc, un nom à surveiller. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Lui, il avait fait ses débuts en sous-carte de Ortiz contre Chuck Liddell, le troisième, celui qui a eu de Golden Boy Promotion avant les fights. Ben oui. Puis il était sur cette carte-là, puis là, finalement, l'UFC, c'était son premier combat à l'UFC. Il se battait contre un gars qui s'entraîne au TriStar, Eric Spicely, un Américain, qui devait avoir à peu près 10 pouces d'avantage de portée sur lui. Mais non, le volume de Win, vraiment... Puis la pression qu'il mettait. Écoute, c'est ça la clé. Puis ce gars-là, on a vu sa boxe à Win, mais a fait de la lutte à un très haut niveau universitaire. Donc... il a prouvé qu'il était capable de se battre debout, mais si ça va au sol, il n'est pas à négliger non plus. Il va être à surveiller. Je sais pas si éventuellement. C'est sûr que Daniel Cormier va dire la grandeur, ça n'a pas rapport parce qu'il est devenu champion du monde dans les poids lourds avec pas une grande stature. T'as raison. Mais à 185 livres, à 5 pieds 7, je sais pas si. On parle pas du même talent non plus là, que Daniel Cormier puis Darren Wynn. Sauf qu'à 5 pieds 7, à 185 livres. Écoute, quand tu vas arriver contre un gars comme Israël Adesanya. Ouais, ben des affaires comme ça. Je sais pas s'il va penser couper puis aller à 170. Ouais. On verra. Écoute, c'est bien dur de l'ostiner. Il vient de gagner. À date, il a gagné son premier combat à 185 livres. Donc, surveillez ce nom. Rappelez-vous de ce nom, Deron Wynn. Américain protégé de Daniel Cormier. J'ai noté aussi KO en 8 secondes. Ça, c'est un record des poids lourds. C'est le deuxième. Le deuxième. Ouais. Il y avait eu un 5 secondes aussi, c'est ça. 8 secondes quand même. On n'est pas loin du record. Jairzinho Rozenstruik. Et ça, t'as eu du avoir de la misère. Non, mais on s'en est pris. Ce qui est le fun, c'est que nous, là, ceux qui se demandent, des fois, on prononce les noms, puis c'est pas écrit pantoute comme qu'on le prononce. Mais nous, on reçoit des fichiers. Quand on prépare les événements à RDS2, on reçoit des fichiers et tous les combattants ont prononcé déjà leur nom. Okay. Donc, on peut les entendre comment eux veulent qu'on prononce leur nom. OK, vas-y, dis-moi-le. C'est Rozenstruik. Rozenstruik? Exactement. Okay. Rozenstruik. C'est pas si pire. Ça se dit un peu. Jairzinho Rozenstruik. Donc, ça se prononce un peu comme ça s'écrit, mais surtout les Brésiliens, il y a des lettres que tu n'as pas besoin de prononcer. Ouais, mais que t'écoutes bien. Ouais, c'est ça. Mais écoute, je veux rien enlever à Rozenstruik. C'était son huitième combat, je pense. Il y a 7 KO. Mais Alan Crawler, là, écoute, il s'est fait dominer par Greg Hardy à son dernier combat. Il a gagné parce que c'était un coup de genou illégal. Disqualifié. Puis là, il est tombé sur un jab. Après ça, il y a eu 2 coups là, lancés vraiment par Rozenstruik. Puis écoute, il y a eu le jab, il est rentré dedans, il est tombé à terre. Puis après ça, il y a une droite. Là. Écoute, mais dans les poids lourds, ça se peut qu'il s'en sauve parce qu'il n'y a tellement pas beaucoup de monde. Ouais. Sauf que Rozenstruik, un des partenaires à Spawn de kickboxing, un des meilleurs combattants de l'histoire au niveau du combat debout. Et Rozenstruik, c'est un excellent kickboxer aussi. On cherche des nouveaux visages dans les poids lourds pour éventuellement s'approcher pour un combat de championnat du monde. Parce que là, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc lui, là, attention, là, il pourrait vraiment avancer rapidement vers les sommets. Là. Donc, un nom à surveiller si vous réussissez à vous en rappeler. Jairzinho Rozenstruik, un gars du Suriname. Je pense pas qu'il y a beaucoup de combattants. C'est le seul, OK. Est-ce qu'il y avait d'autres combats toi, qui ont retenu ton attention? C'est sûr que j'avais sorti victoire de Danny Gay cette fin de semaine. Chez les dames, à 125 livres, Andrea Lee, qui a battu Montana de la Rosa. Elle, c'est sa 3e victoire de suite à 125 livres. Ça égale la plus longue séquence dans la division avec Shevchenko, mais elle est encore loin. L'autre combat de soirée qui aurait pu être, là, c'est Dos Santos. Dos Santos Anderson contre Andrew Ewell. Andrew Ewell, c'était un méchant bon combat pour vrai. Moi, je pensais que c'était eux autres qui allaient gagner le combat de la soirée, mais ça aurait pu aller de côté comme de l'autre. Mais écoute, Dos Santos, il est dur. Il a accepté tout ce que son adversaire lui a donné pour vrai, puis il répliquait. C'est vraiment un combat excitant. Là. Puis c'est pour ça que je disais, il y a beaucoup de combats qui sont allés à la limite en carte principale, mais c'était des combats comme ça, de l'action du début à la fin. Ouais. Donc, il ne faut pas se fier juste en regardant les résultats. Si tu n'as pas regardé la carte, c'était juste des décisions. Ça a été vraiment des bons combats. Et le numéro, et pas juste se fier non plus au numéro qui est associé au combat.
combattants parce que des gars comme ça, des personnes comme des athlètes comme ça qui veulent faire leur entrée dans des classements, là, ça leur prend des bonnes performances comme ça. Donc en tout et partout, on a une bonne petite soirée de combat du côté de Greenville samedi dernier. L'UFC qui est dans une séquence incroyable. Il y a des combats pour les 8 prochaines semaines maintenant sans arrêt. La semaine prochaine, ça va être du côté de Minneapolis. Avec en vedette Francis Ngannou contre Junior Dos Santos. On parlait des poids lourds là, avec Rosenstruck. On cherche des nouveaux visages. Là, on a deux gars qui sont là depuis... Dos Santos qui est là depuis très longtemps. Ngannou qui est là depuis un peu moins longtemps, mais qui est quand même un très gros nom dans la division. Je pense qu'on s'entend pour dire que le gagnant de ce combat-là va avoir une chance au titre. Il va sûrement affronter le gagnant de Stipe Miocic et Daniel Cormier. Exactement. Puis, ou pour le titre vacant si Cormier décide de prendre sa retraite après. Là, mais... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ces combats-là, c'est tout le temps la même affaire. Soit ça peut être long, plate, puis ça tourne en rond, puis ils ont peur de se faire frapper. Ou soit ça va se terminer rapidement, un des deux. Tu sais, c'est un des deux. Mais tu regardes Ngannou, 2 victoires de suite. Il a passé le KO à Velasquez, passé le KO à Curtis Blades. On sait qu'il y a beaucoup de potentiel. Fait que c'est sûr et certain. Moi aussi, je pense que ce combat-là va déterminer le prochain aspirant au titre. Quand on regarde Junior Dos Santos, l'ancien champion du monde des poids lourds, a défendu son titre avec succès. Lui, il est sur 3 victoires de suite, dont 2 KO là, face à Dirk Lewis et Tai Tuivasa. Donc, on dirait qu'il est reparti sur une bonne séquence. Il y a de la difficulté à repartir sur une séquence, le Brésilien, mais là, il l'est vraiment. Mais c'est un duel de cognard. Même si Dos Santos est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, on n'a pas vraiment vu son jiu-jitsu comme tel dans la région de l'UFC. Et du côté d'Ngannou, c'est un peu la même chose. Il avait passé, je pense, une soumission à Kimura à un moment donné. Je ne me souviens plus contre qui, là, mais au UFC. Mais c'est deux gars qui vont essayer de passer le coup de circuit. Et ça pourrait être assez spectaculaire pour vrai. Parce que les deux ont quand même une boxe quand même technique, là, bien technique, mais les deux ont de la puissance incroyable. Les deux gagnent extrêmement fort, oui. C'est ça, je vais aller voir. C'est ça, Francis Ngannou, après 2 défaites de suite, là, une en combat de championnat contre Stipe Miocic, une défaite contre Derek Lewis. Quand on parlait de combat plate, celui-là, c'est le premier qui nous vient en tête, là, ou à peu près. Là. Le pire combat de l'histoire. Et puis, il avait passé une soumission à Anthony Hamilton en 2016. Il avait passé un Kimura. C'est ça. Sinon, toutes ses autres victoires, c'est par KO. Tu regardes les classements, là, ça fait la logique. Miocic est aspirant numéro 1, il va se battre contre Cormier. Après ça, 2-3, c'est Ngannou et Dos Santos. Donc, exact. C'est ça. Fait que c'est sûr et certain que d'après moi, ça va être le combat éliminatoire pour devenir l'aspirant obligatoire. La bonne nouvelle, c'est que depuis sa défaite contre Lewis, Ngannou est revenu avec des victoires par KO, mais c'est spectaculaire. Là. 45 secondes contre Curtis Blade, puis contre Cain Velasquez, 26 secondes. Ouais. Velasquez, on se rappelle, là, il semblait s'être blessé à la jambe là, en tombant, mais c'est vraiment l'uppercut d'Ngannou qui l'avait sonné. Puis du côté de Dos Santos aussi, là, des KO. Son dernier KO contre Derek Lewis, ça avait été au 2e round, mais les deux gars avaient swingé pas mal au premier round. Ils avaient donné un bon show. Ouais. Donc, j'espère que c'est ce qui nous attend en fin de semaine. Dans ce cas-là, je vais te demander la question tout de suite parce que on sait qu'au mois d'août, du côté d'Anaheim, Stipe Miocic contre Daniel Cormier vont s'affronter pour le championnat des poids lourds. Si Cormier l'emporte, est-ce que tu penses que c'est la fin pour lui? Je pense que oui. Ouais. Il n'y aura plus rien à prouver. Puis il en a déjà mentionné aussi, là, il laisse planer le doute que son prochain combat contre Miocic pourrait être son dernier. Si on lui offre de redescendre à 205 et d'affronter John Jones une dernière fois, il va le faire, mais je pense que ça va être le seul combat qui va l'intéresser, à le motiver à continuer à s'entraîner. Écoute, est-ce qu'il serait capable de couper le poids aussi? Il y a ça aussi, mais je pense que pour John Jones, il ferait beaucoup d'efforts. Probablement, mais moi, je pense que c'est la dernière fois qu'on va voir Daniel Cormier. Donc, le gagnant de cette fin de semaine, Ngannou Dos Santos, qui d'ailleurs devait être sur la carte de l'UFC 239. Finalement, on se rappelle la semaine prochaine à Minneapolis, ça devait être Robbie Lawler contre Tyron Woodley. Woodley qui est blessé, donc on a décidé d'amener Ngannou Dos Santos comme combat principal de ce gala-là. Donc eux, probablement, c'est un combat éliminatoire, donc soit contre Stipe Miocic s'il l'emporte contre Cormier, ou soit un titre
pour la ceinture vacante. Là, donc, bref, à suivre chez les poids lourds, qu'est-ce qui va arriver. La demi-finale de ce gala-là à Minneapolis, ça va être Ossier Formiga contre Joseph Benavidez. Puis ça relance. On tient les 125 livres, on les tient. Là, on dit que c'est un combat éliminatoire, entre guillemets, ça aussi, parce que c'est aspirant numéro 1 contre aspirant numéro 2. Henry Cejudo a encore la ceinture. Il vient de passer sur le bistouri pour une opération. Faut pas bien, Benavidez a déjà battu Cejudo. En 2016, a déjà battu le champion présentement Cejudo. Formiga qui est sur 4 victoires de suite. Mais ça reste, encore une fois, ça reste à comprendre. Il reste même pas 15 combattants dans cette division-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 2 semaines, il y a 12 combattants, quelque chose comme ça. Donc, on dirait qu'on tient les 125 livres sur le respirateur artificiel le plus longtemps qu'on va pouvoir, malgré qu'on ne semble pas donner plus d'intérêt que ça à vouloir les garder, à faire la promotion autour de ça. Mais peu importe. Là. Dans ce combat-là, il faut juste se souvenir que Formiga, 4 victoires de suite, et Benavidez a déjà gagné contre Cejudo. Donc, c'est sûr et certain, si Benavidez gagne, on va avoir une histoire autour de ce combat-là pour un combat revanche parce qu'il a déjà battu le champion. Tu as raison, exact. Donc, ce sera un des combats à surveiller. Je suis en train de regarder la carte là, rapidement. Demian Maia contre Anthony Rocco Martin. Anthony Martin qui est sur une bonne séquence, qui commence à faire du bruit à 170 livres. Là. Et le bon vieux Maia qui est encore là. Et le bon vieux Maia, c'est ça. Lui c'en est un autre. Là. Ça peut être super excitant si ça s'en va au sol puis il nous sort des choses qu'on voit pas souvent. Si ça reste debout, on sait qu'il n'est pas pantoute de il a calibre. amélioré sa boxe, mais tu sais, je veux dire, rendu à cet âge-là, tu peux pas vraiment améliorer ta vitesse. Là. Non, c'est ça. Il doit avoir plus que 40 ans, Demian Maia. Mais c'est ça, Anthony Martin, 4 victoires de suite. C'est un combattant à 155 livres. Là, il a monté à 170 livres. C'en est un. On en voit de plus en plus des combattants qui décident de monter de catégorie de poids puis finalement relancent leur carrière ou se rendent compte que couper du poids puis faire des coupes trop importantes, ça les avantage pas nécessairement, donc il vaut mieux des fois être un petit peu plus petit mais avoir plus d'énergie et plus de rapidité, tout ça dans une... il y en a une coupe, on va présentement faire ça, puis tant mieux. Thiago Santos qui est monté à 205 livres. C'est ça. Moi, tout le monde connaît mon historique de coupe de poids. Je coupais beaucoup de poids. J'étais capable de le faire, mais j'ai jamais été pour ça. C'est sûr que s'il n'avait pas eu, j'aurais été le gars le plus heureux au monde. Ça faisait partie de la job. Mais s'il y en a qui sont capables de le faire et de vraiment de performer dans leur division de poids qui sont naturelles, tant mieux. Sérieusement, tant mieux pour eux. Mais c'est là que tu vois aussi que tout le monde est différent, dans le sens où il y en a comme toi, ça a donné un second souffle à ta carrière. Oui, c'était difficile les coupes de poids, mais tu étais capable de reprendre assez d'énergie. J'ai prolongé ma carrière de 4 ans, c'est sûr. Donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce samedi du côté de Minneapolis. Ce sera bien sûr présenté sur les ondes de RDS2 ce samedi. Revenons sur ce qui s'est passé maintenant chez Bellator. On sait qu'il y a eu des galas dans les 2 dernières semaines. Vendredi, il y a 2 semaines, c'était du côté du Madison Square Garden de New York. Rory McDonald contre Neiman Gracie pour... la demi-finale. Donc, McDonald mettait son titre en jeu et c'était également la demi-finale du Grand Prix chez les mi-moyens. Et j'ai vraiment aimé ce que McDonald a fait. Après... Puis on voyait aussi que Gracie était peut-être, au niveau du style, un meilleur adversaire pour McDonald que John Fitch l'a été. Parce qu'on se rappelle, il y a 2 mois, John Fitch avait réussi à soutirer un combat nul en se collant comme une sangsue, justement, en faisant ce que John Fitch fait de mieux. Mais McDonald, ça avait été pénible, ça avait été une longue soirée, elle n'avait pas pu se mettre en valeur. En fait, elle n'avait pas gagné, mais elle avait réussi à garder sa ceinture à l'arracher. Et il y avait pas zéro motivation. On l'a senti après, même avant. Mais moi, tu sais, ce combat-là, je ne retiens pas vraiment la victoire de McDonald comme tel. Il a gagné, ça, tant mieux. Là, on va avoir la finale, la revanche contre Lima. Ça va être assez le fun. Sauf que ce que moi je retiens, c'est son discours après, qui a complètement changé de son dernier combat. Son dernier combat, il parlait de beaucoup de religion, il parlait que Dieu il avait ouvert la porte pendant le combat, il avait parlé, puis il n'était pas sûr s'il voulait encore faire mal à un autre humain, à frapper dessus.
Finalement, il a changé complètement. Là. Il a dit non, il m'a envoyé dans ce chemin-là, c'est pour que j'aille jusqu'au bout et que je devienne champion. Puis ça a changé complètement du tout au tout. Là. Oui, quand il parle encore beaucoup de religion, là, mais son discours a complètement changé sur le fait de. Son approche par rapport à son sport. Exact, c'est ça. Fait que ça a complètement changé du tout au tout. Et là, on le sent qu'on dirait que la flamme est revenue puis qu'il veut se rendre jusqu'au bout. Là. Ouais. Pour revenir sur le combat, en fait, Neiman Gracie, qui est un as de Jiu-Jitsu, vraiment très bon, mais McDonald ne laisse pas sa place non plus, là, parce qu'on sait qu'au TriStar aussi, sous Ferraz Zahabi, le Jiu-Jitsu est quand même bon. Donc, debout, Rory a été capable de toucher la cible. Et quand c'est allé au sol, Neiman Gracie a essayé des soumissions. C'en est un qui a essayé des clés de jambes là, dans ce combat-là, mais Rory, défensivement, a été capable vraiment d'avoir réponse à tout. Là. Puis, tu sais, je veux pas dire qu'il est pas bon, il est très bon, Neiman Gracie, mais tu sais, ça te prend un spécialiste de feu pour passer des clés de jambes en arts martiaux. Mais c'est rendu à ce niveau-là, là, écoute, là, ça te prend un Rousimard Pallarès, peu importe, il était très controversé parce qu'il n'arrêtait pas la soumission quand c'était le temps, mais il était capable, il se pitchait sur le dos pour vraiment aller chercher les clés de jambes parce que lui, c'est un as des as. Là. Sauf que le pourcentage de réussite des clés de jambes en arts martiaux mix est tellement minime. C'est ça. Et tu te mets tellement en danger aussi quand tu vas faire ça. Donc, écoute, quand tu es capable de te défendre de ça, puis tu sais comment te défendre de ça, ben tu mets ton genou à terre. Là, ça a l'air facile ce que je vais dire là, mais tu mets ton genou à terre, tu t'écrases, puis là, ben, tu as le beau jeu, tu peux frapper, puis l'autre n'est plus capable d'aller mettre ta jambe en extension. Tu sais, c'est vraiment un jeu dangereux d'aller tenter tout le temps des clés de jambes, des choses comme ça, parce que c'est ça. Tu te découvres, puis si tu penses trop de Jiu-Jitsu en arts martiaux mix, tu vas te faire mal. C'est ça, exact. Donc pas trop de problèmes. McDonald qui l'a emporté au point, en fait une décision, l'a remporté selon les juges 4 rondes sur 5. Et là, tu le disais, ça met la table pour la revanche contre Lima. Ça avait été une guerre, ça. McDonald avait remporté le premier combat entre les deux hommes. T'as surtout sorti en chaise roulante. C'est ça. Puis qu'elle va marcher. Malgré la victoire, là, c'est ça. Je pense que Rory va prendre un... Il n'y a pas de date, là, sauf erreur, il n'y a pas de date là, pour ce combat-là. Mais là, Rory vient de faire 2 combats en 2 mois. Exact. Je pense que même s'il n'a pas été trop magané, va vouloir peut-être prendre un petit... Là, il attend un enfant en plus, donc peut-être prendre une petite pause avant d'aller dans une guerre contre Lima. Là. Ben, c'est sûr. Écoute, c'est lui le champion aussi. Là. À un moment donné, il peut... puis on s'entend que dans le Bellator, là, c'est pas mal la plus grosse vedette présentement. Là. McDonald, c'est quand même lui. Là, je mets McDonald, puis les autres, je veux dire, qui vont attirer le regard, qui vont attirer l'attention. C'est pas mal lui, je dirais, là, qui est un des meilleurs vendeurs d'après moi. Oui, parce que probablement que il y a des gros noms, mais c'est des vedettes qui sont parfois sur le déclin. T'as des Michael Chandler, t'as des Pitbulls, des affaires de la même, mais c'est pas... Moins connu que Rory McDonald, qui est là depuis longtemps, exact. Qui a fait carrière à l'UFC, qui a déjà eu un combat de championnat du monde à l'UFC aussi également. Donc, c'était en janvier 2018, le combat contre Douglas Lima, le premier. Donc, ça fait un petit peu plus d'1 an. Ça avait été toute une guerre. Donc, la table est mise pour ça. Hey, dans le même gala, Chael Sonnen qui a pris sa retraite, il a mangé 2 coups de genou dans la face de Lyoto Machida. Là, oui. Ça, c'était le temps. Puis Aaron Pico, ça, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce qu'Aaron Pico, un des espoirs un des plus beaux espoirs, un gars sur qui on fondait, la compagnie fondait beaucoup d'espoir. On voulait le mettre en finale déjà, on le voyait déjà champion. Et la 2e défaite de suite par KO pour un gars qui a 22 ans, je veux dire, on le sait qu'il a le talent, mais est-ce que la pression l'a rattrapé, tu penses? Écoute, ça dépend. Je veux dire, il se fait passer KO à son dernier combat solide au premier round. Ça dépend toujours comment il a été, entouré par la suite. C'est dur mentalement, moralement, de revenir d'une défaite comme ça. Il est revenu, puis on dirait qu'il était hésitant. C'est ça que ça fait. Soit que tu passes par-dessus puis tu l'acceptes, ça a bien été, ou soit tu commences un combat puis tu es hésitant. Puis là, plus que tu es hésitant, plus que tu es lent, plus que tu donnes des ouvertures à ton adversaire.
oui, on fondait beaucoup d'espoir en lui. Il est arrivé au Bellator il a commencé au Bellator, sa carrière professionnelle, avec une défaite par la suite, 4 victoires de suite. Sauf que, tu sais, le gars, il avait 4 victoires, une défaite seulement. Âgé de 21 ans quand il est rentré, là, c'est même moins que ça. Là, il avait en 2017. Là. Donc, il y a 22 aujourd'hui, c'est ça. Fait que, tu sais, il avait 19. C'est beaucoup de pression à gérer. C'est beaucoup de pression à gérer. Avait pris 6 mois là, entre ses 2 derniers combats. Peut-être qu'il va avoir encore besoin d'un... Exact. Sauf que, tu sais, il est très, 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 très jeune. Donc, tu sais, il n'a pas besoin de courir après le temps. Là. Il a le temps. Il a le temps. C'est sûr que là, 2 défaites de suite par KO assez solides. Ça va être l'aspect mental à jouer. C'est juste que ça te donne ça te fait questionner l'approche de la promotion. Tu sais, Bellator, c'est une compagnie qui fait la promotion, qui organise des galas, qui fait la promotion d'un sport, en fait, de son organisation. Et puis, son nom revenait souvent. On disait, surveillez ce gars-là. Puis, très, très tôt, Scott Coker a dit... qui est le Dana White de Bellator, là, le président a dit, ce gars-là, c'est notre future vedette. Tu sais, le hype, c'est tellement dangereux. Là. Pense à Sage Northcutt. C'est un des meilleurs exemples aussi. Quand il était arrivé à l'UFC, à cause de comment il était spectaculaire, il paraissait bien, c'est un beau bonhomme. On le mettait déjà quasiment des meilleurs au monde, puis il s'était pas battu encore. Et le hype, il faut que tu fasses attention. C'est un couteau à 2 tirs. Ça va marcher pour des gars comme John Jones, arrivé très jeune. Tu vois qu'ils ont un talent incroyable, puis ça prend pas trop de temps. Non, mais c'est pas juste une question de talent, Ben. C'est une question d'être capable de gérer la pression, puis gérer le hype autour, puis gérer les attentes qui sont vers toi aussi. Tu sais, à 22 ans, l'organisation met tous ses œufs dans le même panier, puis il dit, OK, on mise tout sur toi, puis c'est toi qui va devenir le nouveau visage de l'organisation. C'est pas n'importe qui est capable de gérer cette pression-là et ces attentes-là. Puis ça remet en question aussi, est-ce qu'on a bien évalué son talent? Tout le monde a l'air de dire, oui, c'est la 8e merveille du monde, il est super bon. Mais à la lumière de ses performances, est-ce qu'il est vraiment aussi bon qu'on pensait qu'il était? Comme tu dis, il est très, très bon, là, sauf que toutes les fois qu'il se bat, lui, la pression est sur lui. Lui, sur ses adversaires, ont 0 pression parce que c'est tout sur lui qu'on mise. C'est tout des nobody. Mais tu sais, quand tu arrives là puis tu n'as pas de pression, ben, tu swing, puis écoute, si ça passe, ça passe. Exact. Ça a passé 2 fois de suite. Oui, ça a passé pas à peu près. Puis là, il y a eu un gala aussi du côté de Londres la fin de semaine dernière. Simplement mentionner qu'il y a un nouveau champion chez les 185 livres. Gegard Mousasi qui a perdu contre Rafael Lovato. Un combat serré. Ouais, quand même controversé. Lovato a dominé les 2 premiers rounds. Mousasi a réussi à se faire valoir avec son striking à la fin de combat, puis à l'arracher, Lovato, un Américain, un des meilleurs combattant de Jiu-Jitsu présentement en arts martiaux mixtes. Je pense qu'il a gagné les championnats du monde à plusieurs reprises. Là. Donc au sol, il a réussi à amener Mousasi au sol et c'est là qu'il a réussi à gagner ses points. Mais je ne serais pas surpris qu'on voit une revanche. Là. Moi aussi, parce que ça avait quand même été controversé là, un petit peu. Le monde ne trouvait pas que c'était une bonne décision, mais écoute... ça a été un bon combat quand même. Oui, ça a été intéressant, c'était serré. Je pense que si un combat revanche, Mousasi va avoir une stratégie complètement différente dans ce combat-là. Ouais, je pense qu'il va beaucoup... il va être prêt pour les amener au sol. Je trouvais qu'il se fait amener au sol relativement facilement dans les premiers rounds. Là. Ouais, c'était pas des amener au sol très compliqués. Donc, je pense qu'il devrait garder ça dans sa petite poche puis juste 100%. Pratiquer là-dessus. Ton sujet préféré. Paulie Malignaggi contre Artem Lobov. Allez, écoutez. En fin de semaine, il y avait des arts martiaux mixtes mur à mur. Il y avait le gala de l'UFC, il y avait le gala de Bellator, il y avait d'autres organisations aussi. Mais je pense que ce qui a retenu l'attention de la planète MMA, là, des vrais fans, c'est un combat de boxe à main nue entre Artem Lobov et Paulie Malignaggi. Il y avait énormément de journalistes qui sont rendus. C'était à Tampa, en Floride. Écoutez, ça coûtait 40$. Écoutez ça, je ne l'ai pas écouté. J'ai lu qu'est-ce qui s'est passé. J'ai lu des comptes rendus. J'ai pas regardé. Jamais j'aurais payé 40$ pour ça. Mais Colin Artem Lobov qui est allé battre un ancien champion du monde de boxe. Il faut faire attention. Là. Un ancien champion. Oui, c'est vrai. Mais Malignaggi est probablement le boxeur le plus surévalué de l'existence. Peut-être le pire champion le pire champion de boxe de l'histoire qui a jamais existé, là, pour vrai. C'est pas un bon boxeur. Mais il a dit, moi, mais il était champion du monde.
c'est pas un bon boxeur. J'ai rien d'autre à dire que ça, c'est pas un bon boxeur. Il a monté sa réputation sur justement ça, mais je vous le dis, c'est un des pires boxeurs qui a été champion du monde dans sa carrière. Ça, il a perdu quand il a perdu contre American. À chaque fois qu'il a affronté des gros noms de la boxe, il a perdu. Là, donc, puis, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai regardé les highlights de ça, les faits saillants. Puis, écoute, c'est pas vraiment très beau, là, je dis, c'est du bare knuckle, c'est pas des cas, en termes de boxe, tout le monde sait c'est quoi sa technique de boxe, c'est pas grand-chose. Non, ben c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il a quand même réussi à battre un boxeur. Exactement, il a quand même réussi à battre Gianni. Ce que j'ai entendu, c'est que c'était pas un combat super excitant. Les gens avaient des attentes élevées, surtout parce que on misait sur le fait que les deux gars se détestent. Ben, il y a tellement eu une grosse histoire montée avec ce combat-là. Malinadji qui a craché d'en face à oui, ça remonte au camp contre McGregor. Mais là, ça donne du poids à la théorie que McGregor a peut-être dominé dans le ring contre Malinadji. J'ai aucun doute là-dessus. Puis là, les photos étaient sorties, le Malinadji, c'est pas correct, moi je m'en vais l'aider, puis là, lui, il me... Bon, mais... Non, mais j'ai aucun doute là-dessus que McGregor l'a knocké 2-3 fois en sparring. Là. C'est sûr et certain. Sûr à 100%. Puis, écoute, c'est ça, mais... Écoute, bare knuckle boxing continue. Et il y avait Chris Lieben là-dessus. Tu avais Joe Riggs, beaucoup de monde. Jason Knight. Tu as beaucoup de monde qui sont des anciens combattants de l'UFC qui s'en vont là-bas. Écoute, moi, je serais vraiment curieux de voir les bourses de ces gars-là. Je peux pas croire qu'ils gagnent 50 000 $ pour un combat. Je sais pas, j'ai pas vu les bourses, hein, mais je serais vraiment curieux de voir ça. Les bourses, il y a des journalistes qui ont demandé à la commission athlétique de la Floride de rendre public les bourses. Et puis la commission a refusé. Donc, c'est pas compliqué. Ils veulent pas le dire. Fait que ça doit pas être super élevé. Sinon, ils seraient pas gênés de les... Sérieusement, ça fait 3 fois qu'ils m'écrivent, eux autres. Hein, pour qu'ils m'offrent d'aller me battre là. Ah ouais? Ça te tente pas? Contre Paulie Malinadji, un petit chèque de paie. Hein? Ben, j'ai pris ma retraite pour plus recevoir de coups de poing sur la tête. Je ne vais pas me battre à points nus. Je pense que c'est une bonne stratégie. Non, mais écoute, là, pour vrai, sans niaiser, là, on va faire une petite parenthèse. Le premier coup qu'ils m'ont contacté, ils m'ont offert genre 17 000 $ pour aller me battre là, puis on va prendre soin de ta famille, puis tu vas être notre main event, des choses comme ça. Ouais, tu me niaises-tu? Puis ils sont revenus 2 semaines après avec une autre offre. 19 000 $. Ils ont monté de 2 000. Genre, non. Attends, laisse-moi y passer. Non, tu sais, vous amenez. Il nous reste 5 minutes, mais il faut parler de la grosse nouvelle qui est arrivée pour nos amis français. Enfin, 1er janvier 2020, les arts martiaux mixtes vont être légalisés en France. Ça devait être pas mal le dernier pays d'Europe où c'était pas légalisé. C'était pas légal. Tu sais, le gros problème, c'est pas un problème, là, je vais vous dire pourquoi que ça ne marchait pas, que c'était pas légalisé, c'est la Fédération de judo là-bas. La Fédération de judo est extrêmement puissante en France et ils sont dans le gouvernement aussi. Des gars comme Teddy Riner, qui sont les meilleurs, qui est le meilleur poids lourd qui a jamais existé en judo, qui a gagné les Jeux olympiques à maintes reprises. Lui, le Pride, il avait offert 2 millions pour aller se battre en arts martiaux mixtes, puis il a tout le temps refusé parce qu'il trouvait que c'était pas un sport. Puis lui était au gouvernement aussi. Puis la Fédération de judo en France, c'est la raison numéro 1 pourquoi que les arts martiaux mixtes n'étaient pas légales encore. Okay. Et j'ai pas lu encore comment tout ça s'est passé, mais c'est sûr qu'il a fallu qu'ils passent par-dessus cette fédération-là parce que depuis le début, c'est eux autres qui tiennent les rênes là-dessus. OK. Donc... Mais là, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a de plus en plus là, des bons Français. On parlait d'Ngannou tantôt. Cyril Gane, qui est champion pour l'euro à TKO, qui va être qui va faire ses débuts à l'UFC bientôt. Suédois aussi. Il a pris sa retraite, lui, il a pris sa retraite, ça, je pense. C'est vrai, exact. Mais tu sais, aujourd'hui, présentement, là, en France, il y en a des combats. Là. Sauf qu'ils appellent ça du pancrase, OK? Puis c'est pas le même pancrase qu'on connaît. C'est que debout, ça commence exactement la même chose, mais quand tu vas au sol, tu n'as pas le droit de frappe. Donc, c'est exactement un combat pareil debout. Surtout que quand tu vas au sol, ben, c'est soumission. Lutte ou soumission. Exactement. Tu n'as pas le droit de frappe. Okay. Donc, mais il y en a déjà des combats en France, mais pas régularisés comme les arts martiaux mixtes qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que je sais que c'est ça. Il y a beaucoup de bons gyms, il y a beaucoup de bons combattants et il y a surtout beaucoup de fans d'arts martiaux mixtes en France. Donc, enfin, ils vont pouvoir assister à des galas. Je suis pas mal sûr que les grosses organisations vont vouloir y aller. UFC, Bellator. C'est sûr que dans les prochains mois, vous allez entendre des nouvelles à ce niveau-là. Donc, il était temps. Imagine tu fais l'Open Training sur les Champs-Élysées. Ça serait beau pour la TV en plus. Ça serait écœurant au pied de la Tour Eiffel. Fais un comeback.
Pas que ça soit plus que 19 000 donc voilà, ça fait le tour. On est désolé, on est un petit peu pressé par le temps, mais donc cette fin de semaine, gala du côté de Minneapolis présenté sur les ondes de RDS2. Ouais. 19h30. Et gros 19h30. Ouais. Et gros gala avant nos vacances d'été, nous, gros gala de UFC 239 Oui, monsieur. du côté de Las Vegas en mettant en vedette John Jones contre Thiago Santos. Donc, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. C'est tout pour cet épisode de Dans la cage. Merci énormément d'avoir été là. On se revoit la prochaine fois. Merci. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.